Halloween a-t-il été vendu de force aux Européens ou leur a-t-on restitué un rituel nécessaire? Recollons les morceaux ensemble. Masque, païen, carnaval. 31 octobre. Comme chaque année, vous n'y couperez pas. Dans toutes les écoles de France, gamins et ados vont endosser le costume de sorcière, de zombie, de vampire et célébrer la plus américaine des fêtes, dont on nous assure qu'elle a d'abord des origines celtes. Eh ben, je suis prête. Oui, c'est une fête celte, Samhain. Il y a plusieurs prononciations qui touchaient au passage, au rituel annuel à la fin de l'automne, disons, vers l'au-delà avec des esprits et des fantômes. Elle a été maintenue en Irlande et dans des pays celtes. Elle a traversé l'Atlantique avec les immigrés qui sont arrivés aux États-Unis. Puis là-bas, elle a changé de nom. All Hallows Falls, elle est devenue Halloween. Puis elle est revenue relativement récemment en Europe. Car il faut se souvenir d'une époque où le terme Halloween ne voulait rien dire à nos compatriotes. I'm talking about mythology, Mr. Ipkiss. This is a piece of wood. Please help me! En 1979, un film d'horreur américain, futur classique du genre, remporte le Grand Prix de la critique du Festival d'Avoriaz. Il met en scène un tueur masqué aux trousses d'une baby-sitter. Son titre, vous l'avez bien sûr deviné, c'est La Nuit des Masques. Mais 20 ans plus tard, le film Halloween s'appelle bien Halloween. Et la fête est célébrée aux quatre coins du pays. Alors que s'est-il passé? D'une part, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants français en 96, 97 qui revenaient des États-Unis, ou du Canada d'ailleurs, qui avaient fêté Halloween. Donc ils ont complètement adhéré au système et ils fêtaient Halloween dans leur coin. C'est tout ce qu'on voit dans les séries américaines, les films américains. Dans chaque série, il y a de toute façon un épisode sur Halloween. Let the horrors begin. C'était un phénomène, un éclatement qui a eu lieu en 97, mais quelque chose qui a toujours existé. En effet, l'Europe des années 90 semble céder à la mode du médiévalo-fantaisiste. C'est le retour des marchés rustiques et du rap celtique. C'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Il n'y a donc pas d'effort à faire pour encourager les ados à renouer avec des cultes anciens. Et si les directeurs marketing encouragent l'exposition de citrouilles en plein Paris, c'est qu'ils sentent que le public est disposé à comprendre le fonctionnement de cette fête, malgré tout importée. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour Halloween? Cependant, le retour en grâce d'une fête païenne se fait forcément au détriment d'autres pratiques. Confess! I have finished confessing. En 1997, les Journées mondiales de la jeunesse se tiennent à Paris pour célébrer la venue du pape. L'événement se veut une démonstration de force et 1 million de personnes défilent pour chanter leur refus du délitement, pourtant évident, de la religion catholique en France. Mais ce même été, ce sont 2 millions d'adolescents qui portent en triomphe un petit film d'horreur aux tueurs masqués. Halloween. Je crois Halloween, c'est un de ces moments qui a été récupéré par l'Église avec la Toussaint pour essayer de séparer les deux et revenir vers un modèle strictement catholique et chrétien. Mais néanmoins, on le voit très bien que la dimension, disons, païenne a survécu et continue à survivre de façon assez impressionnante. L'Église catholique qui peut être très sévère et souvent aussi très douée pour la cohabitation quand elle est nécessaire. La preuve, l'Église catholique a su tolérer, durant les fêtes de Noël, la présence d'une autre figure païenne, Saint Nicolas, dit Santa Claus. Entre Halloween et Noël, il semble se jouer ici une pièce très ancienne, bien antérieure aux fêtes de l'Église. On est tenté de dire que Halloween, c'est quelque chose qui nous envoie vers l'au-delà, qui nous permet d'observer et de participer d'une certaine manière vers ce qui nous échappe. Alors que Noël, c'est la naissance du Christ, le Sauveur, qui aussi annonce la résurrection. Il a ressuscité! Maintenant, ça va chier.
Et c'est une autre manière d'avoir un rapport avec l'au-delà. Dans ce sens-là, il y a comme un écho, pour ne pas dire une clôture narrative, du point de vue de l'Église. Merry Christmas! Alors, si ces rituels ont pu traverser les âges, c'est peut-être qu'ils remplissaient plusieurs fonctions. Je crois que c'est les changements de saison qui quand même rythmaient le calendrier, mais en même temps ce qui permettait de jouer d'une certaine façon assez libre avec les conventions et les codes sociaux de l'époque ou même aujourd'hui. Jeu avec les masques et les codes sociaux, dans des rituels nocturnes propices aux fantasmes et au désordre, on croirait le songe d'une nuit d'été de Shakespeare joué à chaque fin d'année au sein des écoles. Avec l'entrée dans les mœurs du rituel d'Halloween et la quasi-disparition de la Toussaint, l'Église catholique aura donc perdu ce combat. Mais l'a-t-elle déjà gagné durant les siècles précédents ? Et en réalité, le Nouvel An celte n'a jamais véritablement disparu en France. On retrouve des éléments exactement comme Halloween dans le nord de la France, la fête des lanternes, la fête de la Saint-Martin, qui existent encore aujourd'hui, qui ont tous les ingrédients d'Halloween. I've decided to scalp you and burn your village to the ground. Ainsi, ce n'est peut-être pas l'impérialisme yankee qui aura convaincu nos enfants européens de s'abandonner à cette tradition, mais un réflexe plus ancien d'affirmation et de mise à l'épreuve des systèmes de valeurs. Halloween n'est pas une fête chrétienne. Carnaval n'est pas une fête chrétienne. Les institutions, notamment catholiques, sont rejetées. Le principe même du carnaval où le maître devient esclave et l'esclave devient maître déstabilise les autorités. Sauf qu'on se rend compte que c'est des fêtes qui sont absolument nécessaires socialement parce qu'on a besoin à un moment, en bon français, de péter les plombs, d'éclater, de se marrer et puis le lendemain, tout recommence comme avant. You don't have any stickers in your shopping cart. Les marchands ont pu donner l'impression qu'ils avaient créé de toutes pièces un événement et converti à son consumérisme carnavalesque toute une population. Mais comme bien souvent, il apparaît qu'ils n'ont fait que suivre et accélérer un mouvement de fond dont la culture populaire avait donné les clés. À Société Nouvelle, nouveau rituel. Halloween a fait renaître l'antique fête des fous qui couvrait autrefois toute l'Europe. Des fous que l'allemand médiéval désignait sous le nom de Geeke. Bref, des geeks. This game is boring. I wish there was something else we could play. The barn? Radical! Let's play! Pourquoi le jeu vidéo excelle-t-il autant à nous faire peur? Recollons les morceaux ensemble. This is awesome! Yeah, it is. The Born the video game. Now available. Après avoir fêté ses 20 ans et s'être un peu égaré dans l'action pure, la saga Resident Evil nous revient avec un 7e épisode nettement plus atmosphérique, qui emprunte ouvertement au genre cinématographique du Hillbilly Horror, le film d'horreur chez les bouseux. Doit-on conclure que le cinéma reste l'influence principale de l'épouvante vidéoludique? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Le jeu vidéo s'est en partie inspiré du cinéma parce que les créateurs de jeux vidéo étaient des cinéphiles et notamment des amateurs du cinéma d'horreur. Mais rapidement, c'est l'aspect ludique
qui est apparu, notamment l'aspect du gameplay et l'engouement pour les jeux vidéo d'horreur, notamment Resident Evil, puis après Silent Hill, ont montré que cela ne suffisait pas. Cheryl? Is that Cheryl? En effet, dès 1999, Silent Hill démontre que quelque chose d'inédit est en train d'émerger. Where are you going? À l'époque, même les cinéphiles reconnaissent dans l'œuvre de Keishiro Toyama une peur jamais expérimentée auparavant, sans pour autant comprendre ses mécaniques. Alors, c'est premièrement celles qui sont liées à la responsabilité, c'est-à-dire que le joueur est responsable des personnages. C'est sa propre mémoire d'action, d'apprentissage également, qui est au cœur de l'expérience vidéoludique. Le joueur est responsable non seulement des personnages, mais aussi des actions qu'il a produites auparavant, et il peut, chose particulière et spécifique aux jeux vidéo, sans vouloir, d'actions qu'il a produites, des fois par méconnaissance, des fois par, je dirais, inattention. Quelque chose d'intériorisé est donc en jeu. Un sentiment de gravité généré par l'action et qui empêche le joueur de se réfugier dans la passivité. Hiya. Don't sneak up on me like that. Il y a également donc, tout ce qui va être la ratiocination, c'est-à-dire l'idée de devoir anticiper, réfléchir, revenir sur ses pas, comprendre les mécanismes qui sont liés à la résolution d'énigmes des jeux vidéo. Il va y avoir les essais-erreurs, les déductions, et de mettre en ordre le monde afin de comprendre ce qu'il faut faire et qui est lié au gameplay et pas forcément à la narration. Et ce que les développeurs vont très vite comprendre, c'est que le joueur amène avec lui tout un bagage d'angoisse, d'ordre psychanalytique, qui ne demande qu'à se projeter sur l'univers du jeu. Il y a également d'autres techniques utilisées, l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire ce qui est précédemment appris comme familier, ou qui est lié au familier ou au rassurant, comme une école, comme un hôpital, tout d'un coup se transforme en quelque chose de plus inquiétant, vont être menacés, sont vus d'un autre angle, qui tout d'un coup déstabilise le joueur. We're looking down on Wayne's basement. Only that's not Wayne's basement. Isn't that weird? Yeah, that's weird, man. That's weird. On a également l'impureté, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrive pas à classifier si c'est vivant ou mort, si c'est animal ou si c'est humain, si c'est automatisé ou si c'est spontané, naturel, si je puis dire. Jimmy, I am warning you. Don't! Des écoles, des hôpitaux, des toilettes, des salles de bain et des couloirs, beaucoup de couloirs. Does he have any identification? Et surtout, le jeu vidéo nous laisse du temps pour que ces angoisses infantiles remontent à la surface et se projettent sur ces décors. Est-ce à dire que le joueur devient l'unique responsable de sa trouille? Ou bien y a-t-il une façon de le faire descendre progressivement vers la source de cette angoisse? L'arme principale du jeu vidéo d'horreur, c'est le temps. Le temps laissé aux joueurs pour explorer, anticiper et s'imprégner de l'ambiance des lieux. La science des développeurs va alors consister à guider le joueur dans une forme de rythme, de partition de la trouille progressive qui le mènera au jumpscare. Au niveau de mon expérience sur Obscure, en l'occurrence, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait beaucoup sur les éclairages. On travaille beaucoup sur l'éclairage de la scène, sur l'endroit où on va positionner les caméras à l'intérieur du jeu aussi. On va réfléchir vraiment en termes de scénario, la progression du joueur à l'intérieur du niveau. Donc ça, c'est ce qui relève du game design. On avait caché les personnages dans le décor, et puis on avait ce sentiment que les personnages étaient un élément du décor. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool.
Avec leur série de plans fixes, Alone in the Dark et le premier Resident Evil avaient découvert l'incroyable pouvoir d'un hors-champ spécifiquement vidéoludique. La sensation d'une menace qui guettait le joueur dans le plan suivant, au point parfois de le faire hésiter à avancer. Puis un jeu comme Project Zero, en nous obligeant à passer de la troisième à la première personne dans les moments les plus inquiétants, démultipliait la sensation de panique. On a également, bien sûr, l'incertitude. Et ça domine, c'est-à-dire la difficulté à cerner l'environnement. Et c'est au cœur du jeu vidéo d'horreur qui est limité, dans laquelle on peut à la fois surveiller et donc agir, puisqu'on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on n'a pas préalablement surveillé, tout simplement. Donc ça crée de la persécution, quelque part, une forme de paranoïa, dans cette tentative de contrôler tout le temps tout l'environnement et de ne pouvoir jamais y arriver, du fait de la structure du gameplay même. Ok, I get it, where'd you go? You still there? Alright, you stay there. Cette fragmentation de l'espace et de la vision, couplée à des projections d'angoisse infantiles, met en jeu des choses si intimes qu'on a parfois pu croire que le jeu vidéo allait trop loin. La démo du jeu inachevé Pity Silent Hills, une collaboration entre le développeur Hideo Kojima et le cinéaste Guillermo del Toro, a poussé certains à se demander s'ils auraient pu jouer à un tel jeu jusqu'au bout. Il y a un lien entre la perception de l'individu et l'environnement. Le fait d'avoir une fragmentation de cet espace va tout simplement écarteler le joueur dans ces différents et qu'il n'arrive pas à se rassembler pour avoir une action commune. Et véritablement, c'est la fonction même du jeu vidéo. Il accomplit son travail quand il permet au joueur de ne pas être là où il est, produire chez lui des émotions, des représentations. Et c'est en ça que le jeu, comme toute fiction, est extraordinaire. Le jeu vidéo sait depuis longtemps que ces mécanismes lui offrent une palette horrifique bien plus étendue que celle que nous propose le cinéma. Un temps extensible, une action qui responsabilise le joueur et un rapport intime à son implication qui l'empêche de se distancer. Scare me. Are you ready? Okay, go ahead. Se pose alors une dernière question. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à avoir peur ? Mais pourquoi le zombie est-il subitement devenu une star au XXIe siècle? Recollons les morceaux ensemble. Vaudou, tabou, garde-fou. Cinéma, jeux vidéo, séries télé, publicités, bande dessinée, le zombie s'affiche partout, exhibant sa chair putréfiée dans les rayons aseptisés des centres commerciaux. Que s'est-il passé pour que la tête du mort-vivant devienne tête de gondole? Comment ces corps décharnés et visqueux issus de l'underground sont-ils devenus des superstars médiatiques? Beautiful. They're screwing with the wrong people.
Parvenue à sa 5e saison, la série The Walking Dead bat des records d'audience internationaux. Dans le même temps, des élus s'opposent à la tenue de Zombie Walks en considérant qu'ils dégradent l'image de leur ville. Mais avant d'entrer dans la polémique, pourrait-on savoir d'où il vient ce zombie ? Le zombie en Haïti est d'abord une figure de l'esclavage. C'est un individu qui est ensorcelé et qui va perdre toute liberté pour être obligé de suivre les commandements d'un sorcier. C'est principalement Romero qui va modifier ou bouleverser la figure du zombie pour lui donner une nature d'abord fatale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas redevenir humain. Et ensuite, qui va faire du zombie véritablement un mort-vivant. C'est un individu qui est un cadavre, qui se décompose et qui est un état dont on ne reviendra jamais, en fait. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Chilled Monkey Brain. L'impact du film de Romero sur le cinéma d'exploitation ne sera pas au goût de tous. Et dans la France des années 70, ces films d'horreur assimilés à de la pornographie sont réservés à un public extrêmement marginal. Le rejet est si manifeste qu'en 1978, le zombie de George Romero se voit menacé d'être classé X. Sauf qu'il sortira sur le marché émergent de la vidéo, qui n'a pas encore de régulation et où les VHS ont tendance à tomber entre les mains des petits enfants. T'as eu peur? Non, j'ai pas eu peur parce que j'aime bien les films d'horreur. Ah! Ma première rencontre avec les zombies, ça a été fait à travers Dawn of the Dead de George Romero. Ça a été une vraie terreur cinématographique, c'est-à-dire que j'ai encore ce souvenir du sang dans les essuie-glaces du camion, une image très âpre, très rugueuse, un réalisme absolu. Ça m'a terrorisé pour énormément de temps. Pendant une dizaine d'années, j'avais encore ces images en tête. Voici aujourd'hui un film d'épouvante, pourquoi pas. Le mal est fait et des milliers d'enfants vont développer une fascination primale pour le mort-vivant. Ce qui va créer des vocations, lancer des carrières et faire entrer cette créature autrefois taboue dans une culture bien plus mainstream. Pas de bruit, surtout. La critique institutionnelle aura beau se déchaîner sur ces films décadents, elle n'empêchera pas toute une génération d'enfants de se découvrir à travers la figure tortueuse du zombie. Oh, surtout dans la tête de gamins, ça produit un effet très fort. Donc, on est face à plusieurs tabous renversés. Celui d'abord de l'ouverture du corps, de la chair qui est montrée, qui est un des tabous les plus profonds, qui est la plus grande source de dégoût peut-être chez l'homme. J'ai été greffé d'un rein à 16 ans pour ma première greffe et quelque part, quand vous êtes à l'hôpital et que vous voyez les gens qui sont très maigres, qui sont en survie plus que vivants, vous avez cette impression d'être entouré de morts vivants. Finalement, ça montre que la mort est une maladie. Why do you eat people? Not people, brains. Et d'autre part, un certain nombre de tabous renversés, ceux-là sociaux, c'est-à-dire que, évidemment, on s'en prend pas à ses proches, on va pas tuer les membres de sa famille, etc. Et c'est ça qui est démontré dans le cinéma de zombie. Je me rappelle avoir vu le début de Creepshow quand j'avais 6 ans, un truc comme ça. Et donc l'image du père qui sort de la tombe et qui dit « C'est la fête des pères et je veux mon gâteau !» comme ça, m'avait terrifié à l'époque. Le tabou, la famille, le rapport à la chair, à l'image du père, allongez-vous, tout va bien se passer. Hélas, monsieur Martinez, c'est l'heure. Eh bien docteur, vous avez gagné 480 francs. On est directement dans ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté. L'inquiétante étrangeté, c'est la chose qui apparaît à la marge du regard, mais qui va faire retour, qui va hanter et que l'on va avoir de la difficulté à saisir. Le premier zombie qui apparaît dans l'histoire, au fond du cinéma de Romero, c'est un type à l'arrière-plan de l'image qui marche. Et c'est plus tard qu'on va comprendre qu'il s'agissait d'un zombie, mais c'est comme ça qu'entre le zombie dans l'histoire du cinéma. Mais l'Occident n'a pas attendu Romero et la psychanalyse pour faire marcher ses morts. De la résurrection de Lazare à la crucifixion du Sauveur, le dogme catholique a imposé un rapport tout particulier à la chair que n'ont pas manqué de constater les amateurs de gore.
Figure archétype, à cheval entre la vie et la mort, le zombie semble nous rattacher à des concepts spirituels et psychanalytiques qui lui sont bien antérieurs. Mais un mystère demeure. La culture populaire a négligé pendant l'essentiel du XXe siècle cette figure pourtant évocatrice du mort-vivant. Son affirmation tardive se fera d'abord à la marge, dans des circuits d'exploitation ou dans le monde des journaux amateurs, tels que les fanzines. You look awful. Thank you. Parmi ces fanzines, il y en a un qui m'avait tapé dans l'œil, que j'avais trouvé incroyable, qui était un fanzine un peu différent des autres, qui s'appelait Zombizine, et il avait marqué en énorme « Le seul fanzine exécuté par des morts-vivants syndiqués ». 30 pages complètement délirantes d'un mec qui s'appelait Pierre Patin et qui parlait de son amour du cinéma bis, et il le faisait sur un ton totalement libre, anarchique, rigolo, avec des apartés, des parenthèses. Égérie des originaux, des anarcho-syndicalistes ou des libertaires, le zombie devient, au tournant du XXIe siècle, l'invité régulier des Zombie Walks, manifestations parfois politiques, parfois festives. Ainsi, le zombie esclave est devenu zombie rebelle et les images de fiction rejoignent l'actualité. Guerre civile, mouvements sociaux, camps de réfugiés, et si tous ces gens de mon écran de télé n'étaient que des hordes de morts vivants? Je pense aussi que c'est un des critères qui joue à la faveur de cette démocratisation du zombie, c'est que plus ça va, plus on est dans une société où on se définit en marge de la masse, cette masse indéfinissable qui sont les autres, et qui sont forcément plus nombreux que moi, plus dangereux que moi, qui donne un côté très claustro et très anxiogène, quoi. Comme si cette figure devenait le réceptacle idéal d'une multitude de fantasmes inavoués. Mais des fantasmes de quoi exactement? La destruction de l'humanité est un fantasme en Occident. Le cinéma du zombie qui nous l'offre nous intéresse, nous fascine, puisque les médias ne cessent de ressasser le fait que l'Occident serait en déclin, que la planète serait mourante, que politiquement les axes seraient en train de se déplacer vers l'Asie, etc. Le fait qu'on nous présente pas de solution à ces événements-là crée une sorte de frustration dont une des seules sorties possibles, paradoxalement, nous apparaît comme la destruction de l'humanité. C'est comme le type qui se voit menacé d'un flingue et qui, à un certain moment, finirait par dire « Mais tire donc !» comme une façon de mettre fin à cette angoisse-là, puis au moins de reprendre un peu le contrôle en disant « Au moins, je l'aurais choisi ». Autrefois réservée aux originaux et aux antisystèmes, la figure du zombie résonne aujourd'hui auprès du plus grand nombre, sans avoir eu besoin d'être amputé de ses fondamentaux. Vu son parcours dans l'inconscient collectif, on comprendra qu'il a su, mieux que d'autres, d'abord annoncer puis incarner nos angoisses contemporaines. De façon impérialiste, l'unique façon de réussir, c'est de manger ce qu'on veut posséder. Et en ce moment, vous le voyez, je suis en train de dévorer la télévision en personne.